Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer Sunvi Communication pour vous informer. C'est un nouveau numéro de votre émission spéciale consacrée à la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Et pour ce faire, nous abordons cette fois le bilan politique de 64 ans d'indépendance de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et nous recevons à cet effet un invité, M. Dieudonné Sourions-nous. Il est journaliste, communicateur qui nous présentera les temps marquants de l'histoire politique du Bénin. Monsieur Dieudonné, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes de plein pied dans la célébration des 64 ans d'indépendance de notre pays. Dites-nous, de la période d'indépendance jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de façon globale des temps marquants de cette période politique de notre pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie la chaîne Sunvi Communication qui me donne cette opportunité de me prononcer sur cette actualité. 64 ans d'indépendance, c'est très important dans la vie d'un pays comme le Bénin en Afrique, parce qu'il faut noter que c'est à partir de 1960 que notre pays, comme beaucoup d'autres États africains, ont réellement pris le contrôle de leur destin en main. Même si nous ne continuons pas à croire que nous ne sommes pas encore totalement libres sur beaucoup d'autres points. La période Maga, qui a été le début de cette indépendance, va déboucher sur la période Mathieu Créco en 1972 avec des coups d'État. Et de 1972 à 89, nous allons connaître une autre période qui part de 89 à 90, où nous allons maintenant amorcer le chantier de la démocratie. Il faut noter que ces périodes précédemment citées n'ont pas été totalement reluisantes, même si tenaient en eux des programmes alléchants et riches pour le pays, le développement du pays. Ce sont des périodes qui ont secoué nos libertés, remis en cause l'intérêt général, fatigué peut-être à la limite, si je n'exagère pas, le citoyen. Et depuis 90, le février 90, la conférence nationale des forces de la nation, qui a été une initiative de beaucoup de leaders à l'époque pour ramener alors le général Mathieu Créco à la raison, pour que nous puissions aborder le système du multipartisme politique, va donner une nouvelle chance d'expression à chaque citoyen de ce pays. Donc voilà un peu ce que je peux dire. De 90 alors jusqu'à ce jour, nous avons connu des progrès. On ne peut pas dire que la démocratie aussi a été dans son contexte satisfaisant. Ça a laissé d'ouverture à la pagaille aussi, sur d'autres plans. Les détournements et l'instabilité au sommet de la gestion politique. Ce système a fait que nous avons connu la création de plus de 200 partis politiques pour environ 10 millions d'habitants. Et avec le nouveau président, ou le président qui a pris le pouvoir en 2016, je vais nommer le président Patrice Talon, nous avons connu un système qu'on va appeler le nouveau système partisan, qui va limiter la création des partis politiques, toujours dans le cadre de renforcer le développement du pays, parce que, figurez-vous, la création de ces partis politiques était considérée comme des entreprises à la recherche de gains faciles, parce qu'il y en avait qui investissaient et gagnaient le pouvoir. Des députés peut-être, ils investissaient peut-être pour un chef d'État, et une fois au pouvoir, ils ont des exigences qu'ils imposaient. Il y en a qui revendaient leur voix pour retrouver des moyens et repartir sur le terrain politique. C'était devenu comme une activité commerciale où un groupuscule de personnes peut se retrouver dans une chambre et créer un parti politique. Des gens d'une famille, on peut rentrer dans une famille et avoir 2 partis politiques créés là. Des gens se levaient et créaient juste des partis politiques pour en faire un fonds de commerce. Mais avec le nouveau système partisan, qui est pour moi un grand progrès, même s'il reste à faire, on a limité un peu cette pagaille-là aujourd'hui. Sur le plan économique, on peut dire qu'on a connu des progrès, surtout à partir de la période de 90,
l'arrivée de Soglo au pouvoir en 91, il y a un effort qui a été fait pour booster l'économie, puisque la révolution de 89 était plus rattachée à la crise socio-économique qui secouait le pays, que beaucoup vont appeler des banqueroutes à divers niveaux dans le monde. Mais il faut noter notre particularité dans le pays, où la révolution était alors bloquée, malgré ses programmes très riches. Donc, aujourd'hui, nous connaissons aussi un changement. Il faut dire que depuis 1990 à ce jour, les chefs d'État qui se sont succédés ont fait ce qu'ils pouvaient. On a connu une rupture en 2016 qui évolue à ce jour. Donc on peut dire que le bénéfice est un petit bonhomme de développement depuis 1960 à ce jour. Alors, on peut donc estimer qu'il y a eu des progrès au cours de ce développement du processus démocratique de 1990 à 2024, l'année dans laquelle nous sommes, même si vous avez eu à rappeler tout à l'heure que notre démocratie, à un moment donné, avait eu des dénominations, on pouvait même traiter la démocratie de démocratie Nescafé à cause de la pagaille qui s'observait. Est-ce qu'on pourrait dire de là que l'héritage de cette démocratie ou l'héritage de la conférence nationale des forces vives de la nation n'est pas un héritage positif ou il y a encore à redire, parce que c'est une expérience que nous sommes en train d'expérimenter jusqu'à présent? Oui, le vrai problème que nous avons en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, en tant que peuple noir, c'est de vouloir plaire à tout ce qui venait de l'Occident, ou de continuer par plaire à tout ce que l'Occident nous vend. Parce que quand on prend l'Occident, au moment où ils construisaient leur développement, ils n'ont pas la notion de la démocratie. Quand ils ont fini, ils ont trouvé des formules pour maintenant affaiblir nos États. Ils nous ont demandé d'intégrer la démocratie à nos politiques. Cette démocratie telle qu'ils l'ont définie ne répond pas à nos exigences sur le continent. Et c'est pourquoi j'aime quand Amoussou a dit une fois, je crois que c'est Amoussou qui disait que nous avons notre manière de régler nos problèmes en Afrique. Nous avons là-bas palabre. Je sais bien, si j'ai bon mémoire, c'est lui qui le disait. Et au lieu qu'on aille vers cette démocratie qui nous est livrée, on pouvait trouver une autre formule pour redéfinir nos politiques de développement. Parce que cette démocratie a créé une sorte de liberté abusive au sein de la population, où chacun peut se lever et faire ce qu'il veut. Et même quand il a tort, et vous l'évoquez, vous dites que vous êtes interporté à atteindre ses droits, il est prêt à influencer la justice autant que se peut pour se donner raison. Et parfois, vous êtes confondu, vous ne savez même plus où se trouve la vérité. C'est ça qui a embrouillé notre démocratie à un moment donné. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé, surtout à partir de 2015. D'abord en 2005, où il y a eu cette politique de touche pas ma constitution. Et le pays a été secoué par des mouvements. Parce qu'il y avait un candidat qui devait être candidat. Et jusqu'en 2006, on est allé aux élections. On avait nourri assez d'espoir par rapport à ces vagues de mouvements. Mais on ne peut pas dire que ce président n'a pas fait ce qu'il pouvait. Mais vers la fin, on s'est senti encore secoué. On s'est senti secoué parce que les intérêts, il y avait des chocs au niveau des intérêts. On sent qu'il n'y a pas une confiance en notre sein, au sein de la classe politique dans le pays. Il n'y a pas de confiance. Quand je parle de confiance, ce n'est pas la confiance que nous nourrissons dans nos familles, mais une confiance d'engagement commun. On sent cette volonté qui manque jusqu'à ce jour. Alors, cette démocratie pour moi était comme un bébé, comme l'indépendance. C'est un bébé qui vient de naître, qu'il faut entretenir, le nourrir, lui permettre de grandir dans de meilleures conditions et l'apprendre à vivre dans la société. Mais on a pris cette démocratie comme étant déjà toute faite à l'image du blanc, de ce qui se fait chez le blanc. Alors qu'en réalité, quand vous prenez le discours, la conférence de 90, février 90,
Cette conférence est venue bien avant le discours de la Boule que Mitterrand a prononcé en France pour lancer la démocratie en Afrique. Donc nous avons déjà au Bénin tracé le chemin de cette démocratie-là avant que le discours de la Boule ne vienne. Mais à chaque fois, nous avons eu tendance à recourir à la France, à recourir à ces pratiques-là pour pouvoir redéfinir nos démocraties ici. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut corriger à l'avenir pour vraiment donner du sens à notre développement, à notre pays. On en a besoin d'Afrique. Et je crois que c'est le seul problème que nous avons aujourd'hui sur la question du développement. On doit revoir nos politiques à ce niveau-là, redéfinir nos démocraties et faire en sorte que chacun se sente en sécurité. Non seulement en sécurité, mais qu'il y ait une confiance permanente entre nous quand on parle de développement. Que l'on ne se dise pas, s'il vient au pouvoir, maintenant il me créera des problèmes. Ah, s'il lui prend le pouvoir, voici ce qui va se passer. Non. Qu'on ait le courage de savoir qu'il y a l'intérêt national qui prime. Et quelles que soient nos divergences, même quand mon adversaire va prendre le pouvoir, il va se limiter à des principes qui fondent la stabilité et la paix dans le pays. Regardez un peu les États-Unis. Donc, quelles que soient les divergences, quand quelqu'un vient, il y a toujours les limites à ne pas franchir dans la gestion du pouvoir. On doit pouvoir fixer des limites à ce niveau-là. C'est comme dans nos familles. Quand vous voyez dans la famille, un chef de famille, quand il y a des problèmes, même quand ces problèmes doivent diviser la famille, le chef de famille fait tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de limites qui soient franchies, juste pour préserver l'unité de la famille. On doit retourner dans nos traditions, rechercher ces valeurs à intégrer dans nos lois, pour pouvoir maintenant faire asseoir et donner une marque à notre démocratie. Et je crois qu'on peut le faire. Eh bien, comme vous étiez aussi en train d'aborder ce pan-là dans votre explication tout à l'heure, après 34 ans de démocratie, le bébé qui est né a grandi, a poussé des dents et marche d'ailleurs, parce qu'on imagine 34 ans de vie, c'est déjà assez suffisant pour tirer des conclusions. Aujourd'hui, le bilan politique au Bénin, après plus de 3 décennies, on peut dire que ce bilan est réluisant? Je dirais non. Pourquoi? Parce que l'humain ne s'est pas encore responsabilisé dans le défi qu'il a devant lui. L'humain béninois, l'être humain, le politique béninois, le politicien béninois ne s'est pas encore engagé réellement dans l'enjeu du développement. Parce que malgré le nouveau système partisan, on va peut-être revenir sur ça, nous avons encore des goulots d'étranglement qui divisent les formations. Il y a une sorte de tension interne qui siège dans ces formations-là, qui empêche l'éclosion de l'expression du système partisan. Juste parce qu'il y a encore des intérêts égoïstes qui divisent. Cette confiance dont je parle ne s'est pas encore instaurée. On ne retrouve pas encore cette volonté où on peut se faire confiance pour dire, bon, on peut le laisser aller occuper ce poste. Chacun veut rechercher son intérêt dans le positionnement de l'autre. Et ça ne favorise pas l'éclosion. Et ça remet en cause l'unité, même au sein de ces formations-là. Donc je peux dire, le chef d'État a bien fait, si c'est le bâtisseur de ce programme-là, il a bien fait d'instaurer ce nouveau système partisan. Et je crois que peut-être après 2026, lui-même va tirer une conclusion et va peut-être faire des recommandations, peut-être, s'il le veut, pour redonner de la valeur à la chose. Parce que nous sommes à l'expérimentation de cette phase-là. La période d'avant ce nouveau système partisan était une période, comme je l'ai dit, de pagaille. L'autre l'avait qualifié de Nescafé. Parce que, comme je le disais, il fallait 60 personnes pour créer un parti politique. Avec le nouveau système partisan, 60 personnes à raison de 10 personnes par département. Ancien département, à l'époque, on en avait 6 avant 2016. Donc il fallait 10 personnes par département pour créer un parti politique. Avec le nouveau système partisan, il faut 15 personnes par commune, à raison de 77 communes que nous avons dans le pays, pour créer un parti politique. C'est ce qui a créé tout ce tollé en 2019, où certains partis politiques n'ont pas été capables de mettre à jour leurs fichiers pour aller aux élections. Et quand je prends ces exemples, par exemple, je retourne un peu sur cet aspect de manque de responsabilité. On a vu un parti politique dont le leader devait juste se retirer
parce que condamné par la justice, même s'il trouve que le jugement n'était pas raisonnable, il était condamné par la justice. Il avait besoin juste de se retirer pour permettre aux autres militants d'aller aux élections et d'exprimer leur volonté et peut-être de gagner le pouvoir d'exercice parlementaire. Mais pour des questions personnelles, il est resté figé à la tête de cette formation, refusant de se retirer, ne mesurant plus l'intérêt général. Je ne vais pas citer de nom. Et cela a empêché le parti en question d'aller à ces élections-là. Parce que c'était le seul aspect qu'on disait, puisque j'ai lu le communiqué. Le message disait que cet homme-là se retire, puisque condamné, il ne peut pas se retrouver dans le fichier de la formation politique. Ce qui était tout à fait logique, même si ce n'est pas raisonnable à leurs yeux, c'était tout à fait logique. Donc, il fallait écouter, après de ce moment, l'entourage, et ne plus s'écouter soi-même. Parce qu'à un moment donné, il faut se laisser emporter par l'intérêt général. Et peut-être que cette formation serait déjà siégée au Parlement, et ça allait même peut-être régler encore beaucoup de problèmes à l'époque. Ça n'a pas été le cas. Donc je dis encore que nous ne sommes pas encore arrivés à ce rendez-vous. Parce que ce même phénomène s'observe aussi dans les autres formations, où on dit c'est moi qui dois occuper ce poste-là. Puisque c'est lui qui est là, je ne parle pas. On ne s'entend pas. Et on a le courage de le dire. Et on se divise sur des questions de développement national. Et on est fier, on rentre dans sa chambre, on dit c'est moi qui suis là, il ne peut pas me dire ça. Et on refuse de s'écouter, on refuse de s'accepter dans la différence. Donc on a encore des problèmes. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur Dieudonné Soyon, je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes ici pour traiter avec nous du bilan politique de 64 ans d'indépendance du Bénin. Monsieur Dieudonné, dites-nous, actuellement, nous sommes en 2024 et c'est une phase importante que nous traversons actuellement parce que nous sommes à quelques années de la fin du deuxième mandat du président Patrice Talon. Alors, on définit généralement la politique comme ce qui a trait au collectif à une somme d'individualité ou de multiplicité. Elle apporte orientation, cohérence, obligation de rendre compte, efficacité et clarté sur le fonctionnement d'une organisation. Pensez-vous que depuis 2016, nous sommes dans cette dynamique politique? Oui, je pense que nous sommes dans cette dynamique-là, d'une part, parce que quand vous prenez la période avant 2016, le pays a été secoué toujours par les formations politiques avant 2016. Et ça fait que la plupart des chefs d'État, quand on prend 91 à 96, Soglo a été secoué par les partis politiques. Et je dirais même en complicité des syndicats. Père son âme Thévo n'est plus là. C'est lui qui était le meneur à l'époque sous Soglo. Et on a chassé Soglo du pouvoir, bien qu'il faisait un bon travail. Et parce qu'il y avait des questions de divergence personnelle, voilà ce qui a été fait à l'époque. Et Kérékou est venu au pouvoir. Kérékou nous a fait une révélation en 2005, quand il partait. Son discours qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, il disait que c'est parce qu'il... Non, je crois que c'est après ce discours, quand il a reçu des anciens au palais. Il disait qu'il s'est fait mouton pour rester au pouvoir jusqu'à ce moment. Et que si quelqu'un veut gagner le pouvoir, et que si cette personne était du moins un homme, qu'il devienne un mouton. Et s'il était un mouton, après la prise du pouvoir, qu'il devienne un homme. Pour spécifier un peu l'ambiance dans laquelle il dirigeait le pouvoir. Ceci montre combien de fois un président ou un dirigeant n'est pas libre de ses mouvements à cause des influences politiques et autres. Soglo et je pense qu'il y a Iboni arrivé au pouvoir, on a vu ce qui s'est passé au Parlement. Le Parlement à un moment donné était bloqué. On traitait le régime de tous les noms. Les mêmes qui le faisaient sont toujours là. Ils ont bloqué le Parlement. On a vu même les députés manger de l'arachide, ils tapaient la table, ils empêchaient même que le président de l'Assemblée puisse diriger les travaux. On a vu des budgets rejetés à l'Assemblée nationale. Le président de la République a été obligé de prendre des ordonnances
Et il n'y a même pas eu de contrôle sur l'action du gouvernement, comme on pouvait l'espérer, puisqu'ils n'ont pas validé ces budgets-là. Il n'y a pas eu un contrôle réel sur l'action politique à l'époque. Au niveau de la santé, c'était des grèves perlées. On a vu au CNHU où des cas de malades venaient, on les laissait mourir. Et personne ne pouvait en parler parce qu'on disait qu'ils sont en train de défendre des droits. L'école, quand on prend une année scolaire, sur les 8 mois ou 9 mois, je ne sais pas combien ça fait maintenant, à peine les élèves faisaient au plus 5 mois. La formation de nos élèves était catastrophique. Vous prenez un élève qui vous dit qu'il a le bac, quand il s'exprime en français, vous vous demandez s'il a commencé le CI tout récemment. Et personne ne voyait qu'il y a un mal derrière nous, mais tout le monde évoquait un droit à défendre. Juste parce qu'on veut en découdre avec celui qui est en place. À cause des mêmes basses aussi, qui pensent que les intérêts sont mis en cause. Alors pour moi, depuis 2016, je rends hommage à Patrice Talon, l'actuel président de la République, qui pour moi n'a pas trahi mes intentions. Parce que je le disais en 2015 déjà que s'il vient au pouvoir, il va changer les choses. Contrairement à ceux qui pensent qu'il va injecter son argent dans la rue pour que les gens mangent. Parce que quelqu'un qui est arrivé à ce niveau des affaires, il a une notion d'abord de gestion, de rigueur et de discipline. Et pas de favoritisme. Et je crois que quand il est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'il a démontré. Et donc, le système partisan qui a été initié, le nouveau système partisan, a réglé pour moi un tant soit peu ce problème-là. Je ne dis pas qu'il y a un parlement aux ordres, mais il y a une discipline aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques. Et il y a une sorte de liberté au chef de l'État de retrouver des énergies dont il a besoin pour gouverner tranquillement le pays et exécuter les chantiers, les programmes qu'il a en main. C'est déjà une avancée. Même si à l'interne des partis politiques en question, je ne me sens pas encore satisfait par rapport à l'esprit du système partisan. Pour moi, du point de vue général, ça a réglé un problème. Nous avons vu les élections de 2019. Des partis politiques ont refusé de se conformer juste aux recommandations du ministère de l'Intérieur à l'époque pour avoir leur récépissé pour aller aux élections, pour montrer à l'international que le système démocratique béninois est étouffé et que le système en place actuellement est en train de détruire les libertés. Juste pour montrer ça. Ils n'ont pas envie de se conformer aux tests. La belle preuve, c'est que les tests n'ont pas changé. En 2020, nous avons vu une formation politique de l'opposition se conformer à la loi et aller aux élections. Aux dernières élections législatives, nous avons vu une formation politique de l'opposition qui a été toujours radicale et qui a toujours dénoncé ces tests-là, qui est allée aux élections, qui s'est constituée en 2021, a refusé d'aller aux élections parce qu'il ne veut pas appliquer la loi. Et en 2022 ou bien 23, s'est maintenant conformé à la même loi qui n'a pas été modifiée dans sa forme pour aller aux élections et être représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cela prouve que nous avons un complément à l'interne, comme je le disais au départ, de la responsabilité et de la confiance sur les enjeux de notre République. Donc pour moi, d'une part, je suis satisfait parce que le système a permis au chef de l'État de concentrer ses énergies et de pouvoir exécuter les chantiers. Et nous le voyons dans le pays depuis 2016, ce qu'il a fait de Cotonou, de Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, je peux dire dans presque tout le pays. J'ai fait un peu le tour du Nord aussi. Il a travaillé. Alors s'il n'avait pas concentré ces énergies-là pour mieux contrôler le système, est-ce qu'il pourrait y arriver? Non. On va l'empêcher. On va l'empêcher. Donc d'une part, j'approuve ces choses-là. Et je prie Dieu qu'il continue par retrouver la force nécessaire pour aller jusqu'au terme de son mandat, selon sa vision. C'est bien, nous reviendrons certainement dans nos prochaines émissions sur les différents bilans de réalisation
dans chaque domaine, hein, dans chaque secteur d'activité depuis 2016 à nos jours, de tout ce que le gouvernement Talon a pu faire pour ce pays. Mais lorsqu'on s'en tient toujours à cette dynamique politique, on voit qu'il y a une certaine régularité dans le financement des partis politiques aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en est du bilan? On n'a toujours pas de suite par rapport à ça. Les partis politiques sont financés à hauteur de combien et comment ces fonds, ces ressources sont-elles gérées? Bon, comment ces ressources sont-elles gérées? Ça ne revient qu'au président des partis politiques ou au bureau de nous le dire. Ce que je sais, selon la loi, en 2019, ceux qui ont pu reculer 10%, si j'ai bonne mémoire, sont bénéficiaires d'aides budgétaires de la part du gouvernement. Et ça fait que les deux partis politiques qui étaient représentés à l'époque, je parle du bloc républicain et l'UP, l'Union progressiste d'alors, ont pu s'organiser à avoir de sièges au plan national et des sièges départementaux, ce qui est une bonne chose. Maintenant, à partir de 2020, il y a eu toujours ce progrès-là. L'État continue pas à respecter. Dans les communiqués du ministère des Finances, on nous dit chaque fois que de l'argent a été déversé à ces partis politiques-là. Il revient à ces partis politiques de faire une reddition de comptes aux militants à la base, qui s'est investi à la base pour donner ce résultat aussi. Et je ne crois pas l'avoir encore lu quelque part. Parce que l'esprit du partisan voudrait qu'il y ait une transparence aussi à ce niveau-là. Sinon, c'est des sujets qui, pour moi, peut-être demain encore vont soulever des colères à la base. Ça va créer encore des tensions. Et le même problème qu'on avait vécu au passé, par le passé du moins, avec une gestion scandaleuse des ressources, va revenir. Puisque nous n'avons pas encore cette pratique actuelle, nous n'avons pas ça eu par le passé. C'était des individus qui investissaient et qui avaient le contrôle des décisions au sein des partis. Le nouveau système partisan me dit que le militant que je suis impliqué dans la gestion de mon parti à la base ou au niveau où je suis. Est-ce qu'aujourd'hui ça se ressent? Est-ce que le militant à la base a une expression qu'il exprime sur la conduite du parti? C'est là la vraie question. C'est pourquoi il dit qu'il y a encore à faire avec ce système-là. Et je crois qu'à l'avenir, ça va durer peut-être, ça peut vite arriver, mais tôt ou tard, ce système sera encore révisé si nous ne revoyons pas le contenu. La loi, dans sa forme, ne pose pas problème. Mais dans la gestion, je crois qu'il faut encore revoir. Au niveau de l'État, ça donne de liberté au président de mieux concentrer ses énergies. Mais à la base, le militant que nous sommes ou que je suis ne se sent pas encore vraiment impliqué dans le développement de ce système. Là, ça m'amène directement à vous poser la question de savoir ou de connaître votre vision sur l'avenir politique du Bénin. Il y a un maître à bord, il y a un leader qui est là, qui est le bâtisseur de ces programmes-là depuis 2016 et qui travaille pour, parce que nous avons lu des articles, des messages où il était même contre qu'il y ait des suscitations de candidatures à l'intérieur de ces partis politiques alors qu'il n'a même pas encore dit son dernier mot sur son départ ou non, bien qu'il dit qu'il va partir. Et il dit qu'il veut que l'expression soit au sein des militants à la base, que ce soit à l'interne que ces décisions soient prises. Parce que vous voyez, il y a des suscitations de candidatures un peu partout. Et il s'est fait que parmi ces candidats qui sont suscités, il y en a qui sont membres de ces partis politiques dites défendant le système partisan. Alors moi, militant qui a travaillé pour que ce parti-là soit représentatif aussi, je constate que quelqu'un de l'extérieur maintenant vient susciter quelqu'un chez moi, sans que moi-même ne sois pas impliqué. Ça veut dire que si demain cette personne, je ne suis pas contre, s'il gagne les élections, cela voudrait dire que j'aurai un problème. Je ne serai pas écouté, mais plutôt l'étranger qui l'a amené qui va écouter.
Alors, est-ce que nous donnons un suivi aux systèmes partisans de ce contexte? Ceux qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas membres du parti, ont droit à l'expression également. Je les considère comme des sympathisants de ces militants-là, qui sont membres du parti. C'est tout à fait logique. Donc, il faut faciliter la création des courants d'idées au sein de ces formations-là, au lieu de les imposer peut-être des idéologies. Il y a une logique, une idéologie qui est déjà définie. De ces idéologies, on aura des courants d'idées pour renforcer le développement au sein de ces partis politiques. Et tant que ce n'est pas comme ça, vous allez voir, on sent déjà même que des partis se vident déjà. Même si ce n'est pas encore dit, on sent qu'il y a des mouvements au sein de ces partis politiques. Parce que la plupart du temps, nous avons mis dans notre tête que quand une élection s'approche, c'est une occasion de profit. C'est ce qu'on a toujours considéré depuis 1991. Quand une élection s'approche, c'est une occasion de profit. Et avant le sympathisme, le nouveau sympathisme, vous allez constater que quand une élection s'approche, il y a des gens qui créent des partis politiques, ils créent des mouvements. On est encore déjà dans cette dynamique. C'est vrai qu'il ne peut pas aller créer facilement un parti politique, mais vous allez sentir qu'il y a des mouvements qui se créent déjà. Et ça vide. Quand vous voyez ça parmi ces mouvements-là, ce sont encore des militants qui sont dans ces partis politiques qui vont se retrouver encore dans ces mouvements-là. Ça vide ainsi l'esprit du système partisan. Et il faut corriger. Et donc je suis d'accord quand le chef a dit de ne plus avoir de réaction sur ces questions et de laisser les partis politiques les définir. Mais pour y arriver, comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se définir? Les rencontres statutaires, je ne les observe pas au niveau de ces partis politiques, que ce soit les démocrates, le bloc républicain, l'UP, le renouveau, je n'observe pas de rencontres statutaires. Pourtant, le Congrès, ces partis politiques ont un règlement. Ils ont un règlement. Le Congrès, bon, je n'ai pas lu le nouveau règlement intérieur de l'UP, le renouveau. J'avais lu le règlement intérieur des statuts de l'UP. Mais depuis que l'UP est devenu renouveau, je n'ai pas lu le règlement à ce niveau-là. Donc, qu'en est-il? Je ne sais pas. Alors, on a besoin de ces rencontres statutaires. Les militants ont besoin à la base pour quand même vivre l'ambiance, l'euphorie de leur formation politique. Parce qu'une famille où il n'y a pas de rencontre, où c'est quand il y a des occasions, peut-être pour des moments clés, on appelle des gens et puis on s'organise, ça ne fait pas vivre. Voilà. Alors, pour finir ou pour mettre un terme à cette émission, je m'en vais vous demander alors l'engagement politique de la jeunesse béninoise aujourd'hui face à ces réalités, à tout ce que nous observons dans le monde politique. Est-ce que les jeunes sont-ils prêts pour faire de la politique ou ce sera toujours le suivisme que nous constatons jusque-là? Oui, je pourrais dire que les jeunes sont prêts à faire de la politique. Parce qu'on dit que c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Mais ma préoccupation est de savoir si cette jeunesse est prête. Pas toute la jeunesse, mais est-ce que cette jeunesse-là, de façon globale, est prête? Parce que l'expérience nous a montré sur le terrain que cet état évoqué dans nos habitudes continue de régner, l'intérêt personnel, l'ego. Donc il faudrait que nous puissions travailler à régler ces problèmes-là. Parce que pour moi, la jeunesse semble vouloir être prête, mais en réalité elle ne l'est pas. Je ne sais pas si c'est le niveau de notre pauvreté ou si c'est un héritage qui veut être perpétué. Je prends notre réalité aujourd'hui au niveau de la géopolitique mondiale. Vous allez sentir que nous sommes dans une révolution. Que ce soit au niveau de l'Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, il y a une révolution. Une révolution en Amérique aussi. Et vous regardez Joe Biden, pour lancer un message, c'est un jeune qui l'a pris comme cholestien. En France, on a vu ce jeune-là qui a été Premier ministre. On a vu avec le jeune Badela l'engagement des Français autour de lui pour booster le Front National, que ce soit aux européennes, que ce soit au niveau des élections nationales en France. Ça prouve que la jeunesse a une place dans le développement de notre société d'aujourd'hui, parce que ce développement est confronté à une nouvelle technologie qui n'est pas propre à l'ancienne génération. Et seule cette jeunesse arrive à décoder facilement
cette nouvelle technologie-là. Quand je parle de technologie, je ne parle pas forcément des appareils, mais un nouveau mode de vie qui n'est pas compatible avec l'ancienne génération. On a vu au Sénégal ce qui s'est passé. J'ai vu tout le monde apprécier l'actuel Premier ministre Sonko dans son engagement face au pouvoir en place. Mais combien de jeunes sont capables de tenir le coup? Combien de jeunes? Chez nous ici par exemple. Je ne parle pas de révolte, mais combien sont prêts à s'exprimer aussi librement? Parce que même déjà quand tu constates le fait, on te dit attention, hein, tu risques d'avoir des ennuis. On te crée une peur interne. Et il y en a même qui, là où peut-être toi tu te montres engagé, il y en a qui te sabotent de l'autre côté pour qu'on sache chercher à te créer des ennuis, pour te détruire même au niveau du leader, qui n'a même pas peut-être d'intention sur toi, on te détruit au niveau de ce leader-là, qui constate te prendre l'adversité alors qu'en réalité, on lui présente une autre face. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la misère. C'est l'intérêt personnel. Ou on est là maintenant, on apprend qu'on veut nommer telle personne, on se fâche, on commence à le saboter de toutes les manières, juste parce qu'on ne veut pas de lui, parce qu'on se dit, moi je suis capable. Alors que normalement avec le système partisan, le nouveau système partisan, on doit se regrouper autour de l'intérêt général. On va retrouver l'intérêt général en une personne. Mais l'autre va dire, je ne veux pas m'intéresser avec lui, je n'ai pas, il ne me respecte pas, ou bien il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et on continue dans la même lancée. Vous voyez des jeux qui se divisent même à l'intérieur au sein des partis politiques. Alors comment est-ce que ça va marcher? On doit se diviser sur des questions d'idéologie, des débats d'idées. Mais pour des questions d'intérêt personnel et égoïste, on doit pouvoir se séparer de ça. Mais la jeunesse, je ne pense pas à ce jour qu'elle soit totalement prête. Parce que le mois continue de sévir. Merci à vous, Dieudonné. Soyons-nous votre mot pour conclure cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Sonvi TV pour cette opportunité. 64 ans d'indépendance, c'est très important dans la vie d'un pays. Mais pour moi, ce n'est pas encore grande chose. Parce que notre État a appelé peut-être à avoir 1000 ans. Si le monde continue d'exister, au-delà de 1000 ans, notre État est appelé, si demain l'Union africaine ou les États de l'Afrique ne se créaient pas, notre pays va exister autant d'années qu'il faut. Et donc ce qui est le plus important, c'est de commencer par mettre notre nation en jeu. Chaque citoyen doit pouvoir mettre la nation en jeu. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'appauvrir pour la nation, mais dans chaque chose que nous devons faire, nous devons regarder désormais la nation. Parce que le président actuel qui est là est en train de faire un grand travail de bâtisseur, il est en train de mettre des fondements en place. Et il faudrait que, à partir de 2026, qui est un grand défi pour nous, il faudrait que nous puissions trouver vraiment quelqu'un qui pourra continuer à faire le travail, à savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir, à travailler pour l'unité nationale, à travailler pour la paix de notre pays, à continuer par œuvrer toujours à présenter le Bénin, à permettre au Bénin de s'ouvrir dans le monde, de mieux s'imposer dans le monde à travers son agriculture, sa politique, son économie et autres. Tout ce qu'on peut créer, il faut quand même désormais que nous puissions s'ouvrir au monde et aller de l'avant. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et j'invite chaque citoyen à rêver le Bénin. Je vous remercie. Et c'est ce qui viendra mettre justement un terme à cette émission spéciale dédiée à la célébration du 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. C'était un aperçu sur le bilan politique en général de toute cette période avec notre invité, M. Dieudonné Soyonou. Je rappelle qu'il est journaliste, communicateur. Merci de votre participation active à cette émission et merci à tous nos techniciens de Sonvi Communication également.